Bonjour tout le monde, ici c'est Charoufa. Je vous invite à suivre Ligablo Interview avec Merveille Mafuta. N'oubliez pas également de suivre la page Ligablo sur YouTube, Facebook, Twitter et Instagram. Ligablo Interview. Ligablo Interview. Cette émission, je vous dis aujourd'hui, elle est faite pour vous. Alors, pour ce numéro, nous avons fait un choix, disons-le, pas très anodin, très bien calculé, parce qu'il s'agit d'une jeune femme. Cette jeune dame a choisi la voie de l'entrepreneuriat sous toutes ses formes. Alors, aujourd'hui, déjà, je vais commencer par vous dire qu'après plusieurs études, plusieurs analyses, il se fait que dans le domaine médical, dans le domaine de la santé publique, près de 44% des personnes, qu'elles soient âgées ou encore moins âgées, décèdent de cette pathologie qui est très connue dans le monde. Il s'agit du cancer, exactement. Le cancer sous toutes ses formes tue. Et bien évidemment, le cancer peut être peut tuer ou encore peut toucher une personne déjà âgée de 40 ans, une très jeune personne, ce qui veut dire que le cancer, c'est quand même une question de santé publique qui nous touche aussi dans ce numéro de Ligablo Interview. Voilà pourquoi nous avons choisi d'inviter pour vous Madame Mélissa Charoufa. Elle est donc fondatrice de la fondation Bomoko en lingala, qui veut tout simplement dire, ou encore en français, qui veut dire unité. Mélissa Charoufa, bienvenue dans Ligablo Interview. Merci beaucoup pour l'invitation. Voilà. Alors, déjà très dur à avoir. Ce n'est pas parce qu'elle ne veut pas, c'est tout simplement parce que... Parce que j'ai un emploi de temps très chargé, des journées très longues qui commencent très tôt, qui se terminent très tard. Et on va comprendre pourquoi. Exactement. Dans cette émission. Oui. Déjà, je l'ai dit en commençant que votre fondation, qui est déjà sur pied, ça fait plus de 5 ans. C'est la 5e année cette année, 2022. On a commencé en 2017. Voilà, la fondation Bomoko qui s'est donnée comme cheval de bataille la lutte contre le cancer. Pourquoi le choix du cancer? Alors, tout est parti d'une expérience personnelle. Généralement, lorsqu'on s'engage dans les combats contre les maladies, c'est qu'on a quand même une histoire avec la maladie. Et pour mon cas, c'est que j'ai perdu 2 proches dû à un diagnostic tardif. Donc le principe avec le cancer, c'est lorsqu'il est diagnostiqué tôt, relativement tôt, on peut prendre des traitements, prolonger un peu sa vie. Mais lorsque le cancer est à un stade de métastase, on ne sait plus quoi faire et la personne est obligée de mourir. En 2017, vous étiez relativement très jeune par rapport à... Oui, à maintenant. Vraiment. Donc, on suppose qu'en 2017, Mélissa très jeune. Oui. Pendant que les jeunes gens de ton âge rêvent d'autres choses. Exactement. Et tu fais le choix de l'entrepreneuriat social. D'abord, pourquoi? L'argent, tu n'en as pas, on suppose. Oui. Une fondation qui doit prendre en charge des personnes touchées par une maladie assez complexe. Oui. Cancer. Explique-nous comment... Au fait, j'ai misé sur... D'abord ma jeunesse, parce que lutter contre le cancer, c'est un travail sur le long terme. Donc on ne commence pas une lutte contre une si grande maladie complexe en se disant que au bout d'un an, on va atteindre tous les objectifs. Donc j'ai commencé et je me suis dit, je vais peut-être commencer à récolter le fruit de mes sacrifices au bout de 5 ans, au bout de 6 ans, au bout de 10 ans, au bout de 15 ans. C'est vrai qu'à l'époque, je sortais fraîchement d'une expérience d'abord douloureuse, avec la perte des proches, mais aussi en termes personnels, j'avais perdu beaucoup d'argent. Mais j'avais quand même quelques petites réserves dans mes économies qui m'ont permis de commencer la lutte, mais du côté préventif, donc rendre disponible l'information. C'est vrai que sur la pratique, ça demande beaucoup plus d'argent parce que ça demande des moyens logistiques. Vous connaissez un peu une équipe mobilisée, aller sur terrain. Nous avons nos réalités au Congo. On ne va pas mobiliser des gens pour vous écouter sans donner le transport, sans donner quelque chose à manger, à boire. Donc, il y a eu quand même des réalités qui m'ont rattrapée parce que je m'étais dit, bon, au lieu d'aller directement dans la prise en charge, qui est quelque chose de très grand,
je vais peut-être m'attarder sur la prévention. Bon, après, il y a toujours eu des difficultés. Bon, on en parle. Ça a réussi d'avoir mis sur la prévention? Oui, ça réussit parce qu'on a commencé, sur terrain, on s'est rendu compte que c'est une maladie qui est vraiment taboue, surtout pour nous les femmes, vu que le cancer touche parfois les organes intimes, donc les seins, le col de l'utérus. Ça reste une maladie cachée, que les gens cachent au fait. Même les malades ne veulent pas savoir que voilà, j'ai un problème dans mon sein ou bien au niveau du col de l'utérus. Pareil pour les hommes avec la prostate, avec tout ce qui se dit dans le temps de Mobutu, Akufakana, prostate et tout. Donc les hommes sont un peu réservés. Ça touche à voilà, et intimité. Et puis lorsqu'on n'a pas diagnostiqué une maladie, on souffre du manque de diagnostic et donc on recourt facilement au côté spirituel. On se dit on est peut-être envoûté. Est-ce qu'une personne qui se dit envoûtée a envie d'en parler aux gens? Il y a un peu toutes ces réalités-là qu'on a vécues sur terrain. Non, Mélissa Charoufa, déjà les études que tu as faites à l'université n'ont rien à voir avec la médecine, sans les finances. J'ai fait les finances, oui, mais une fois dans le combat, je me suis dit pour mieux m'exprimer et mieux maîtriser, vous voyez, ces interviews, ces échanges, il me faut un master en communication. C'est là que j'ai poursuivi ces études. Une autre casquette que j'ai dû rajouter pour répondre à un besoin pressant. Parce que lorsque vous portez un combat, vous devez être la personne, vous devez être l'ambassadrice au fait de la cause. Et pour ce faire, ça demande une technique au fait. Vous êtes professionnel, donc vous avez suivi un cursus pour ça, vous avez eu des stages, mais à un certain niveau de responsabilité, c'est quand même nécessaire d'avoir aussi des études en plus, beaucoup plus techniques, pour vous permettre de mieux vous exprimer et mieux exprimer la cause aussi, pour qu'elle soit acceptée, comprise et accompagnée. Mélissa, comment as-tu gagné en crédibilité? Parce que là, je te contextualise. Ouais. Hein. Oui. Je t'imagine devant une dame, maman Mokoboé, elle a une mère au foyer, elle a ses enfants et tout. Alors, elle se doute un tout petit peu après avoir fait une palpitation peut-être de son sein, elle se doute d'avoir remarqué ou constaté une grosseur. Ok. Elle retrouve une équipe de Bomoko sur terrain en train de faire du moins une sensibilisation. Elle tombe sur toi, cette maman qui ne sait rien du cancer. Ouais, qui ne sait rien et qui me voit toute jeune. En Lingala, oui. Bon, dans la pratique, hein, on a eu... Français, hein? Oui, il n'y a pas de problème. En tout cas, je suis très à l'aise. Dans la pratique, quand on va dans des sensibilisations, on va avec des médecins qui ont eux-mêmes eu des formations extra leurs études, dans le sens où vous pouvez être médecin, mais vous n'avez pas le don là de toucher les gens par la parole. Donc au tout début, j'avais quand même investi sur ce côté-là où on avait des séances de formation dans la fondation où on faisait un peu le jeu des rôles. Donc je me fais une dame lambda, le médecin essaie de me sensibiliser et ça nous permettait de savoir, non, là, docteur, vous êtes trop technique. Même si tu n'es pas médecin, tu comprends. Alors, quand on a ce genre de cas, comme moi-même, je suis présente, les femmes se sentent un peu en sécurité quand elles me voient. Et c'est vraiment bizarre et paradoxal parce que je suis relativement très jeune, je ne suis pas médecin, comme vous avez dit, mais elles se sentent rassurées quand moi, je leur parle de mon histoire. Et ce qui m'a emmenée à lutter contre cette maladie, c'est que j'essaie d'être la plus transparente possible. C'est maman, si vous ressentez tel symptôme que le médecin a eu à décrire, nous on est là pour vous aider. Pourquoi on veut vous aider? Parce que personnellement, moi j'ai perdu des proches et j'aimerais pas que ça vous arrive. Vous avez certainement vos rêves, vous avez certainement une famille, vous avez certainement des projets. Mais si je décide de mettre ma jeunesse dans ce sacrifice, dans cette cause, c'est parce que je connais la valeur de la vie et je sais ce que ça fait de perdre quelqu'un à cause de cette maladie. La maladie défigure vraiment la personne. La maladie humilie même. Hein. Lorsqu'on ne comprend pas qu'est-ce qui vous arrive, vous faites le tour. On se pose énormément de questions et le regard des autres, ça tue aussi. Donc, à cette maman-là du marché, Nakoy Bisaye, oza yo mon côté, oza pe muto liboso te, koyoka soni te, cancer eza maladie à salité te. C'est pas que tu es allé au marché, ok, au sombi malade, yo moko milati yango, non. N'aie pas peur, fais-nous confiance. Avec le peu de moyens que nous avons, on va vous accompagner parce que la structure est faite pour ça. Au-delà de la sensibilisation, c'est accompagner le malade même. Fais confiance, qu'est-ce qui vient après? Ce qui vient après, c'est on vérifie la capacité financière de la malade.
parce qu'on ne sait pas encore prendre à 100% les frais. Ce qu'on fait, c'est qu'on s'assoit avec la famille, on leur dit la vérité. C'est que des examens de diagnostic jusqu'au traitement, Ezambongo et Belé. Est-ce que famille n'a eu les a disposé? Oh, Bokosenga par exemple combien? Non, dites, bisoto kosenga te. Mais par exemple, les examens coûtent autant. Le traitement par chimiothérapie, par ceci, peuvent coûter jusqu'à 20 000, jusqu'à 15 000. Est-ce que vous serez en mesure? La personne dit, bon, ma famille et moi, on peut se battre et par exemple emmener le tiers. D'accord. Et vous, la fondation, qu'est-ce que vous pouvez faire? Nous, on dit non. La première chose qu'on fait, c'est que nous avons des contrats de partenariat avec les hôpitaux. Ok. Et nos médecins sont souvent ceux qui prestent aussi aux cliniques universitaires et tout ça. Donc, on peut faire que vous puissiez bénéficier de réductions, même si c'est une réduction de $10 par chaque examen, même si c'est une réduction de $50, peu importe, nous allons nous battre pour tirer le maximum pour vous. Mais en tant que structure, on peut aller au-delà, c'est-à-dire faire une levée de fonds pour vous. Est-ce que yo lingito to kende na public to loba histoire na yo pour pouvoir attirer les gens à un appel de fonds publics? Il faut votre consentement. Vous êtes obligé. Vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez aussi faire, juste vous arrêter au soutien que nous on vous apporte. D'accord. Et vous aussi ce que vous allez emmener. Et on aura fait notre part. Mais si vous voulez vraiment une prise en charge complète, qui est souvent équivalent à plus ou moins 20 000, 30 000 $, nous on vous dit clairement, on n'a pas ces moyens-là. Mais on a un réseau, on a des réseaux sociaux, on a un réseau de partenaires à qui on peut toquer à la porte, chez qui on peut toquer à la porte, pardon. Et ils peuvent donner quelque chose et on va atteindre ce montant-là. Mélissa, le plus dur, je ne sais pas moi, j'essaye d'imaginer ou de me mettre dans ta peau de fondatrice. Le plus dur, c'est quoi? C'est d'avoir en face de soi quelqu'un qui sait qu'il est malade, mais qui se résigne ou qui refuse d'accepter la réalité. Ou le plus dur, c'est être en face de quelqu'un qui est malade, mais qui n'a pas de moyens pour se faire soigner, mais qui veut guérir. Les deux. Les deux. Parce que moi, je ne suis pas de formation médicale. Donc, je n'ai pas été forcément formée pour être devant ce genre de cas à chaque fois. Et chaque personne est différente. Il y a des personnes qui se savent malades, mais qui sont déjà prêtes à mourir. Ça vous est arrivé? Oui. Donc, quelqu'un qui est venu parce que, oui, tous les symptômes que vous avez décrits, elle les ressent. Oui, je viens quand même me déclarer, mais je sais que mon cas est déjà à un stade terminal. Je viens juste peut-être pour rechercher un peu cet espoir de quelques jours, quelques semaines, mais je sais que je vais partir. Et vous le ressentez? À cette personne-là, on accorde des soins de dignité, comme on dit. Parce que généralement, les personnes à ce stade, soit elles sont pauvres, vraiment pauvres, donc au point où elles n'arrivent pas à gérer les douleurs, elles n'arrivent pas à gérer les odeurs et tout. Donc ce genre de profil préfère plutôt un accompagnement juste pour sauver le peu de dignité qui leur reste, malgré qu'elles savent déjà que je vais partir, je sais que je vais mourir, mais que je meurs au moins propre, si on peut le dire ainsi. Il y a d'autres qui ne se savent pas malades, qui n'ont peut-être même pas de symptômes, mais qui ont été touchés par la sensibilisation et qui se disent, pourquoi pas, je suis une femme, j'ai déjà atteint plus de 40 ans, je vais faire le frottis cervico-vaginal juste pour la première fois. Ça, c'est pour... Le cas du cancer du col de l'utérus. Voilà. Elle va à l'hôpital, elle fait son examen et il s'avère que oui, il y avait déjà un début de cancer, elle est au stade 2. Donc vous voyez dans le regard de la personne le désarroi total. Au stade 2, ça veut dire... Au stade 2, c'est encore récupérable, médicalement parlant. Donc, le cancer n'est pas encore invasif, il n'y a pas encore de métastases et tout. La personne est encore un peu forte, ne ressent peut-être pas tous les symptômes. Mais vous surprenez quand même la personne parce qu'elle elle a suivi ce que vous avez dit. Elle veut faire un premier examen, mais c'était un examen où elle ne pensait pas qu'on lui dise qu'elle aura un cancer, donc sa vie est chamboulée. Donc elle vous revient, elle vous dit voilà, moi je n'avais pas prévu ça, je n'avais aucun symptôme. J'étais bien, je ne voulais, à la base, c'était même pas un plan d'homme. Qu'est-ce que je fais? Vous voyez, l'approche est différente. L'approche c'est, écoutez, au moins le côté positif, c'est que vous avez appris tôt, relativement tôt, avant que vous ne soyez vraiment à l'agonie et qu'on vous emmène et qu'on découvre que c'est un cancer.
On essaye maintenant d'approcher la personne. Une personne comme ça, on l'approche peut-être, on essaye de connaître un peu quel est son centre d'intérêt. Il y a d'autres, c'est la prière, il y a d'autres, c'est le travail, il y a d'autres, c'est ceci. On accompagne, il y a des médecins vraiment spécialisés pour ça. Moi, depuis la 2e année dans la fondation, j'ai décidé de ne plus vraiment être en contact avec les malades parce que je suis très affectée. Vous prenez personnellement? Personnellement, voilà. Parce que je suis pas... Très dur, hein? Très dur. J'imagine. Très dur. Donc, après le téléphone, de l'autre côté, c'est moi qui pleure, de l'autre côté, c'est le malade qui pleure. Donc, il y a une cassure. On ne sait pas dissocier. Voilà, je ne sais pas, oui. Donc, ça m'a pris quand même 2 ans dans le combat pour dire aux équipes, écoutez, vraiment la partie gestion des malades, c'est vous. C'est vous les médecins, c'est vous les professionnels. Laissez-moi au niveau administration. Très rapidement. Oui. Excuse-moi, Mélissa, là tu parles vraiment de ta fondation pour que les gens comprennent mieux. Oui. Explique-nous comment ça se passe, comment la gestion est faite dans la fondation. Oui, la fondation, c'est de l'entrepreneuriat social. Okay. Ça demande le même sérieux que tu mettrais si tu commences une affaire. D'accord. Donc, il faut avoir une administration, il faut avoir des finances, il faut avoir l'équipe, on va dire, l'équivalent des commerciaux. Ce sont en fait les personnes qui sont là comme des bénévoles. En fait, tu assignes des tâches des bénévoles, ou moi, c'est des médecins, et une partie aussi des sensibilisateurs. Donc, les personnes qui sont là pour aller mobiliser les gens en route, c'est pas les médecins qui font ça. Donc, c'est vraiment 2 départements différents. Est-ce que toutes ces personnes travaillent bénévolement? Pas l'administration. Comment? L'administration, il faut payer un personnel permanent. Tu payes le chargé de projet, tu payes la personne qui s'occupe de l'administration en général et la personne qui s'occupe des finances et également celle qui fait la maintenance ou qui reste au bureau, la réceptionniste, l'assistant administratif ou quoi que ce soit. D'accord. Donc, ce personnel-là qui varie entre 3 et 5 personnes, c'est des personnes que tu dois payer. Comment tu fais? Moi, personnellement, c'était sur fonds propres. Comme je travaille... Au tout début? Oui, au tout début, c'était moi-même. D'accord. C'était moi-même parce que bon, il fallait bâtir cette crédibilité aussi en tant que structure. Vraiment, ça n'a rien de différent avec l'entrepreneuriat des affaires. Donc après, tu as des bénévoles, des personnes qui viennent, qui veulent se greffer à la cause parce que peut-être qu'une ou 2 personnes ont vécu la même chose que toi. Un parent est décédé du cancer, un ami... et tout, et il y a d'autres, c'est par manque d'emploi. Donc, il se dit, au moins, je vais m'occuper. Ah, d'accord. Oui, je vais au moins m'occuper, donc j'attends quelque chose, une contrepartie, qui ne sera peut-être pas appelée salaire, mais dans la pratique, tu payes la personne, quand même. Okay. Oui, donc vous payez le transport, vous payez le casse-croûte, et vous payez la motivation. Au final, quand tu multiplies par le nombre d'activités que vous avez par mois, c'est comme si voilà, ça fait un budget. Très rapidement, la stabilité de la Fondation Bomoko. 5 ans déjà, comment tu me parles de financement, de budget, comment tu as su, comment tu fais le financement? Oui, au fait, quand j'ai commencé, je me suis dit, je vais faire un plan sur 5 ans, où la première année sera 100% sur fonds propres. Pourquoi? Parce que quand on est nouveau dans le monde associatif, les bailleurs de fonds ou les partenaires ou les personnes qui vont contribuer dans votre structure s'attendent à voir d'abord ce que vous êtes capable de faire. D'abord, oui. D'abord, vous, comment est-ce que vous remédiez à vos propres problèmes? Comment est-ce que vous apportez des solutions dans les charges quotidiennes ou dans vos défis quotidiens? Alors, c'était aussi comme un défi pour moi. Je me suis dit, en une année, je vais essayer de faire le maximum que je puisse faire, garantir les salaires des personnes qui vont travailler avec moi, grandir le réseau des bénévoles et surtout multiplier les activités sur terrain, de sorte à ce que les gens aient pas l'envie de contribuer, mais qui se sentent rassurés que non, lorsqu'on donne même $5, ça va vraiment... C'est du sérieux, ça va vraiment pour la cause. Alors, au bout de la 2e année, 2 ans et demi, on a ouvert maintenant les chaînes de solidarité où on disait $20 l'année, minimum. Et c'est là, avec les cas qu'on avait, parce que nous, on avait quand même une particularité, c'est que la plupart des malades qui venaient accepter comprennent pas tout leur corps, mais au moins une partie de là où le cancer a touché, pour pouvoir sensibiliser d'autres personnes. Et plus on en parlait, plus les gens se sentaient automatiquement touchés et disaient, mais comment est-ce qu'on peut donner? Moi, j'aimerais donner chaque mois, j'aimerais donner chaque année. On s'est dit non, au bout de 2 ans et demi, on ouvre la chaîne de solidarité
que les gens donnent minimum $20. Vous voulez quand même assez solidaire sur nous. Très difficile. C'est très difficile. C'est pas encore une culture. Parce que ceux qui étaient là avant nous, donc dans le monde associatif, il y a ceux qui ont marqué positivement, il y a ceux qui ont déçu. Et je vous avoue, en tant qu'humain, que les gens retiennent plus ce qui est mal fait que ce qui est bien fait. Donc il y avait vraiment la réticence. On sent cette réticence jusqu'aujourd'hui. C'est bato association wana bayaka boye arulia nembo voilà exactement bango bazolia mbongo mona kutu mama wana kukufa na ye bakosala le côté et puis même du côté des malades, c'est ça qui est grave. C'est vous qui êtes malade, vous venez nous voir, vous nous demandez de l'aide. On veut tout faire pour vous. Dès que vous sentez en nous ce côté-là sérieux, on se donne à fond, on arrive à lever des fonds. La famille se ligue contre la fondation pour dire que on veut plus. On ne veut pas seulement soigner le malade, on veut même au sommet la bus à ta parcelle pour la maladie. Mais maman, boya qui pour la malade à on marchande le cancer maintenant. Oui. Malheureusement. Surtout les images, c'est pas pour casser, c'est pas pour casser le marché entre guillemets, c'est pas pour salir un peu ce côté, mais la plupart des personnes qui exposent des maladies comme ça et qui demandent de l'aide avec insistance, qui ne font pas des rapports sur l'argent reçu ou tu sens qu'il n'y a pas de suivi. J'avais contribué dans une cause à $20, comme Iwapio, au Yébité. Généralement, il y a aussi un peu d'escroquerie à l'intérieur. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ce que tu viens de soulever là, ça se passe plus sur les réseaux sociaux. Exactement. Il y a plus des images, on demande de l'aide. Des cas graves et tout. Est-ce que les réseaux sociaux ont d'une manière ou d'une autre donné un coup de pouce à ta cause, à ta fondation? Énormément. Sans les réseaux sociaux, ça aurait été difficile de toucher même le tiers ou le quart ou un dixième de personnes que j'ai touchées. Grâce aux réseaux sociaux, on a pu toucher des personnes de partout dans le monde qui ne savaient même pas que le cancer pouvait arriver aux Congolais. Sans les réseaux sociaux, on n'aurait pas pu montrer que même dans les provinces essentiellement minières, par exemple au Katanga, il y a beaucoup plus de cas. Oui, il y a beaucoup plus de cas de cancer parce que les gens sont exposés à la radioactivité et tout ça. Dans les provinces, dans notre pays, sans les réseaux sociaux, on n'aurait pas touché certaines personnes. Donc, par exemple, les parents, les personnes très âgées, qui ont des enfants qui nous suivent et qui se disent mais c'est exactement ce que maman ressent, mais on n'a aucune idée parce qu'on n'a pas d'appareil de diagnostic. Donc les réseaux sociaux ouvrent vraiment un large spectre. Vraiment, et un large public. C'est vrai que ça ouvre aussi à plusieurs risques, d'escroquerie, à des moqueries, des découragements. C'est vraiment à double tranchant en fait. Les réseaux sociaux, c'est vous qui donnez la forme. Donc, comment vous voulez l'utiliser et si vous voulez en tirer quoi, au fait. D'accord. Oui, donc, pour le combat, ça nous a vraiment aidé. Et pour la fondation, elle est essentiellement basée ici à Kinshasa ou vous avez d'autres extensions dans d'autres provinces ou même à l'extérieur du pays? Quand on a commencé, on avait vraiment couvert plus ou moins 6 villes. On n'était pas qu'à Kinshasa, on était à Lubumbashi, on était à Mbandaka, on était à la Matadi, on était à Bukavu, Kolwezi. Et je crois que j'ai une ville que j'ai peut-être Goma. Ok. Donc, pour maintenir cette chaîne-là, oh mon Dieu, c'était tellement difficile parce que ça nous a demandé d'aller très souvent en mission sur terrain là-bas et il nous a manqué l'implantation des bureaux. Donc, on a dû arrêter un peu la chaîne dans les provinces à l'intérieur. Le temps pour nous de terminer avec le centre de santé ici à Kinshasa et certainement cette année, à la fin de l'année, on va les relancer et maintenant implanter des bureaux, représentations comme il le faut. D'accord. Alors, tu sais, tu es dans les Gablo Interview. Oui. Le terme Gablo déjà, de toute façon, on va vendre tes casquettes, comme je l'ai dit tout au début. Tu n'as pas du tout fait des études d'ordre médical ou encore, tu étais plus dans les finances. Oui. C'est vrai qu'en commençant dans ce monde-là, tu as voulu faire de l'entrepreneuriat, tu fais de l'entrepreneuriat social, mais à côté, oui. Ah oui, et donc aux autres, beaucoup je sais pas si j'ai bien parlé ou encore ma mère elle va me donner des gifs. Beaucoup la bois, c'est cas. Je crois que c'est ça. Alors, dis-nous, c'est parti d'où, comment, pourquoi? C'est la semoule, pourquoi? Oui, je vends maintenant de la semoule de maïs avec du maïs qui provient de ma ferme, qui est
à Mboka Polo. Ok. Et j'achète aussi j'achète du maïs qui vient du Kasaï, de l'Équateur. C'est parti d'où? C'est parti d'une collaboration que j'ai eue avec une amie d'enfance qui vend de l'huile Palmalia. C'est une huile végétale transformée localement avec de l'huile de palme. Donc, on arrive à sortir l'huile de palme rouge et l'huile végétale qu'on importe souvent. Donc, une très bonne qualité. Elle le faisait ici. Bon, j'avais déjà un petit flair pour l'agroalimentaire, mais je savais pas. Ok, quand tu as une ferme, oui, tu commences par quoi? Et puis, on aime toujours, dans l'agroalimentaire, le secret, c'est la valeur ajoutée. C'est la petite transformation ou c'est carrément la grande transformation. Pas juste tu cultives, tu récoltes, tu vends. Donc, c'est toujours bien quand tu transformes un peu. Alors, mon amie m'a vraiment inspirée. Elle m'a tellement inspirée au point où on s'est associés. On a commencé à vendre de l'huile. En tout cas, ça s'est coulé très bien, malgré les difficultés techniques. Il y a toujours des problèmes de courant exaté et tout. Donc, beaucoup de choses à l'intérieur. Je me suis dit, pourquoi ne pas étendre peut-être, ok, au lieu de s'arrêter juste dans l'huile, commencer peut-être avec ce que les gens mangent chaque jour. Oui, Le foufou, en tout cas, c'est dans toutes les maisons. Foufou, la bouillie de semoule, c'est partout. Je me suis dit, bon, je vais commencer, comme c'était la première récolte de maïs, je vais commencer un peu avec, j'avais en tête la farine, mais après je me suis dit, non, je vais carrément dans la gamme supérieure, donc la semoule. Moi, j'ai essayé 10 premiers sacs. J'ai vu que le marché a très bien répondu. Je me suis dit, écoute, à part les huiles avec mon amie qui est aussi comme une sœur pour moi, je vais me concentrer sur le développement de la partie ici semoule, avec les farines et tout, le maïs et consorts. Et c'est parti juste de ça, une décision où, bon, on va pas dire à la hâte, j'ai quand même mûri l'idée. Il fallait travailler sur le logo, les emballages, le réseau de distribution, la qualité. Et aussi voir où est-ce que c'est fait, où est-ce qu'on fait ça, au fait. Ici à Kinshasa, trouver un bon partenaire dans la production qui pourra comprendre votre vision et savoir que vous n'êtes pas une millionnaire qui investit. Donc vous commencez petit et vous voulez grandir, et ça a été fait. Et ça fait combien de temps déjà? Ça fait depuis le mois de décembre. Est-ce que c'est aussi ton cas lorsqu'on dit que le Made in Congo a du mal à se vendre, a du mal à être accepté, à être difficile. Est-ce que tu vis Je vis ça parce que les consommateurs congolais ont une habitude qui n'est malheureusement pas encore tournée vers le Made in Congo. Dans le sens où... Donc, Congolais, alia quoi Congolais. Vraiment, alia kango pena na passe. Il faut na noyer bayo, tu vois. Okay. Il faut ailler nani nde mutazo tekango avant que j'achète. Il faut ailler belongi, il faut ailler bazanani yauti wapi. Pourquoi? Azote que la biso ngo ponani azanani yauti wapi. Or que quand c'est un produit étranger, il suffit juste de voir l'emballage. Par exemple, quand c'est écrit en portugais, tu te dis ah oh ezaka lufu. Mais la personne ne s'intéresse pas à savoir c'est qui exactement en Angola qui fait ça. Voilà. Quand c'est un produit congolais, mutaza capable à retourner. Est-ce que ça bien? Avant d'acheter, est-ce que ça bien? Est-ce qu'on fait la même chose quand on voit les produits des étrangers? Non, on achète. On fait confiance à l'emballage. On se dit, le roi va combien en Angola? Non, c'est pas grave, j'achète. Mais quand c'est quelqu'un, un proche qui vend, tu doutes même. Donc, et puis, c'est pas un doute qui s'arrête pour toi-même. Non, ça peut battre. Et c'est le roi Sika, maman, gentillité. Donc, les gens vont acheter selon les émotions, selon qu'est-ce qu'ils savent de toi, au fait. Vous voyez, le marketing que j'ai dû développer est hybride parce que moi j'ai étudié le marketing. Donc réussir à vendre un produit au Congo, c'est pas seulement qu'il soit de bonne qualité. Il faut aller là où les gens, au-delà, il faut toucher l'émotionnel. Il faut que les gens aient l'impression de te connaître. Pour acheter, il faut être proche des clients. Limite même, il faut forcer les clients à acheter. Surtout les proches. Moi, je vois les réalités. Atana statut, boyoti, depuis au banek au posté, aucun membre de famille Romona Sombi. Bazozela. Sur poste c'est qu'on a télévision, bamoni au mati par exemple, ok na babiwan ou bien au leki na baligablo, ok na ba c'est que c'est sérieux. Moi, on a vu ça comme au matin. Oui, ils ont foutu, mais ils ont sombaté. Tu comprends? Natia Kadim, Yangonde Fongo la rapporte. Moi,
Moi, je suis chrétienne, donc je connais certains principes spirituels. Si vous voulez évoluer, c'est votre dîme, est-ce que vous aidez la veuve et l'orphelin? Ça marche à tous les coups. Parce que s'il faut tenir des proches pour business, c'est la voie. Pongai, pour toute façon, déjà, c'est nous, Charoufa et Koti. Pongai, naza maman, ma mère de famille, naza la banne et bébé, tant que ça, la provision. Je suis sortie d'une famille nombreuse. Pareil, maman a mis quantité, collègue qualité. Voilà, pour un mois, papa déjà calculé après si alors, les quantités, est-ce que tu dis vraiment à ta clientèle que voilà, en achetant, on est garanti quantité et qualité? Ça va vraiment durer. C'est nous, quitter la foufou, il faut déjà. Non. Au fait, ma semoule, d'abord même l'emballage des 3 kilos, parce que je fais les 3 kilos et les 25 kilos. Les 3 kilos, c'est vraiment un sachet transparent. Donc le client voit la qualité. Exact que au sombi après au découvrir nanda ou que non, exact maïs mora mabe ou bien escroquenga et tout. Après, moi je tiens beaucoup au retour client. C'est que ce qu'on moni parce que au début, j'avais les remarques comme quoi il y a jaune, c'est mouli à jaune makas. Il y a des trucs qu'on rajoute. Coloration, comme jaune, makasi. Peut-être que c'est un mauvais maïs et tout ça. J'ai tenu compte de ça. Je leur ai expliqué. J'ai dit, moi, mon maïs est jaune naturellement. Je ne veux pas curcuma, et ça, les jaunes makasi. Après, c'est juste pour flatter les yeux. Moi, je tiens vraiment à ce que quand tu prends la semoule, tu sens que, oui, tu sens vraiment que c'est très bon. Et puis, la qualité est bonne, quoi, et ça te donne l'occasion de revenir. Parce qu'il y a aussi ce phénomène-là. Il y a des clients, depuis à Sombelaoka, une seule fois, et s'il remarque était à Roya rappel sous-souté. Tu fais pas du service après-vente, tu vas pas vers eux pour demander. C'est ça maintenant que c'est incorporé dans mon marketing. C'est que après avoir mangé, je t'appelle. Ou dès que tu as acheté une semaine après, est-ce que tu as mangé? Qu'est-ce que tu as aimé? Qu'est-ce que tu peux me suggérer à améliorer? Et en tout cas, à part le problème de la couleur, parce qu'apparemment le client aime manger ce qui est trop jaune, je lui ai dit, bon, ça dépend aussi des maïs. Hein. Maïs, c'est que c'est nippé, mais moi, je vise plus la qualité. Quand c'est trop jaune, bah, je vais t'appeler et puis, bon, tu restes quand même un client. À part ça, bon, les petites remarques, c'est, ah oui, mais pour les notiers, l'onginayo, pour les notiers, combo nayo, na marco yo. Tu réponds quoi? Sincèrement, en Ingalangaï. Sincèrement. Mais vraiment. Moi je dis na 25 kilos na basaka à 25 kilos. Au moins tant que na osomba ba masango. Oyo utara na Angola wana. Il y a souvent une maman là va tirer l'omina na sac, il y a sac na 25 kilos. Oye bien koututé. Tu te dis, mais c'est qui? Pourquoi? Ami Lingui, amitié ka photo. Non, moi je me suis inspirée. Au fait, dans le branding ou bien dans le choix de ton logo, tu es libre d'utiliser tout ce qui te convainc, toi, à vendre. Tu penses que toi... Moi je pensais en tout cas que dans les sacs de 25 kilos, comme d'autres personnes mettent des visages génériques, d'autres mettent un gros maïs, pourquoi pas moi? C'est pour montrer aussi aux jeunes que c'est possible. C'est pour montrer que c'est possible. Ça reste un produit. Mon logo n'a pas mon visage. C'est dans les sacs de 25 kilos. Tu vois? Et le nom Charoufa que j'ai choisi pour ma marque, c'est parce que je me suis dit, il faut que ma marque ait une sorte d'historique. Tu vois, je ne voulais pas donner... Une identité personnelle. Non, je ne voulais pas donner à la marque une nouvelle vie. Je voulais que... elle s'inspire de quelque chose qui existe déjà parce que j'ai beaucoup misé sur mon nom, sur ma crédibilité. Je me dis, ça donne quand même un soubassement. Au lieu de commencer vraiment à zéro, on parle du maïs. Donc, le bénéfice est très moindre. On joue sur la rotation. Donc, j'ai pas le temps de commencer à attendre que voilà, Charou faisait quand même un nom que pas mal de gens ont déjà entendu. Donc, ça sera plus facile, plus consommable au fait. Et c'est une technique qui a vraiment marché. Tu sais pourquoi je rigole? Pourquoi? Derrière la caméra, il y a quelqu'un qui... Papa, il s'est pénissé. Charou passe. C'est très difficile, ma chère. C'est très difficile. Là, ça devient très
Très intéressant. Ah oui. On va bientôt finir. Comment ça se fait? C'est difficile parce que dans notre culture, voir une femme qui se bat autant, voir une femme qui a des rêves, voir une femme qui se donne les moyens pour atteindre ses objectifs, c'est souvent caricaturé comme une femme qui n'a pas besoin d'hommes. Okay. Et là, c'est pas que les adultes qui nous jugent comme ça. Il y a aussi les jeunes comme nous. Azo mon année, jeune fille, azo se débrouiller naïe. Parce que moi, les semoule, les sachets là, je les fais seule. Au moins, au lamouki, n'a pas 23 h au kangi, bah sachet, n'a pas 3 h du matin, seule. Alors, quand tu trouves un homme qui ne supporte pas, vraiment, il y a des hommes qui ne supportent pas ce genre de profil, qui se sentent en insécurité, qui se disent, elle n'a peut-être pas besoin de moi. Quand un homme déjà se sent en insécurité, il ne va jamais accepter tout ce que tu es et tout ce que tu fais. Quand j'ai dit c'est difficile, c'est parce que la réalité des femmes entrepreneurs, peut-être d'autres femmes n'aiment pas en parler ouvertement parce que c'est encore un sujet tabou, mais c'est difficile de trouver le partenaire qui accepte la personne que vous êtes avec toutes ses énergies et qui se dit j'ai ma place aussi en tant qu'homme, elle a aussi besoin de moi comme moi aussi j'ai besoin de lui, et avancer et créer son propre chemin et avancer. On sent que là ça te touche personnellement. Personnellement ça touche. Faut que ce soit Bomongo, que ce soit Charo Fassimou, c'est partie de toi aussi. Oui, parce que lorsqu'on est dans ce chemin où on entreprend, où on est self-made woman, et où même on essaye de se créer une voie, on essaye de canaliser toutes ces énergies vers quelque chose qui sera productif, peut-être pas maintenant, mais même dans le long terme, on se sent parfois seul. On se sent seul, on se sent pas seul seulement dans le sens où on n'a pas de relation, on n'est pas en couple ou quoi, mais on se sent incomprise. On se sent mise à l'écart, au fait. On se sent un peu... sortie du circuit. Voilà, sortie du circuit. On se sent, je sais pas, stigmatisée. Comment ça se fait, une jeune femme très belle, ambitieuse, qui rencontre déjà en faisant ce que tu fais, ça veut dire que ton cercle d'amitié ou encore, ce sont quand même des gens assez... Des gens... Pourquoi tu n'arrives pas à trouver la personne idéale pour avancer sur... Je pense qu'il y a aussi, bon, en tant que chrétienne, tu comprends, c'est aussi les temps et les circonstances. Moi, je pense que la raison majeure pour laquelle je n'ai pas encore trouvé le partenaire idéal ou quoi, c'est peut-être parce que c'est simplement pas encore mon temps. Mais s'il fallait que je justifie par rapport à mon style de vie, par rapport à ma vision des choses, c'est que parfois ça intimide. Okay. Oui, parfois ça intimide. L'homme ne se sent pas... Enfin, les hommes qui sont en insécurité ne se sentent pas hommes. Ils se disent « Aza déjà nanyos ». Et donc, s'il entre dans ma vie, peut-être ça sera pour casser un peu mon élan et me montrer que, Osaka, moi, si tu as besoin d'un homme. Tu vois, donc tu viens avec une agressivité ou tu viens me changer en tant qu'humaine. Donc, changer ma perception des choses. Et ça ne marche pas. Ça peut marcher au début, mais très vite, la nature revient. J'aurai toujours mes petites idées. Ah, est-ce qu'on peut... Le flair des affaires, le flair de vouloir faire quelque chose d'innovant. Alors, si un homme t'avait aimé juste de manière superficielle, pour comme bénéficier, comme voilà, azo bénéficier na aura na et na moi intérêt na azo luka. Au bout d'un moment, il va se sentir vraiment incompatible parce que moi, je ne fais pas tout ce que je fais uniquement pour la quête de l'argent. Je le fais. Oui, il y a toujours une cause, il y a toujours quelque chose. Ça peut être même un refoulement d'une frustration qui m'a poussé peut-être à devenir entrepreneur des affaires très tôt. Parce que voilà, le monde dans lequel on vit, lorsque vous n'avez pas d'argent, vous êtes vraiment vulnérable. L'argent reste quand même une arme de persuasion, oui, une arme de défense contre certaines attaques, même la humiliation moussousou. Tu vois. Est-ce que ça te fait peur quand tu vois aujourd'hui sur les réseaux sociaux, par exemple, des images des femmes battues, des femmes qui sont en mariage, qui n'est pas encore dans ce monde-là? Qu'est-ce que tu te dis? Est-ce que tu te dis Dieu merci, j'y vais pas ou... Non, je dirais pas Dieu merci, je n'y vais pas. Je dirais plutôt les violences basées sur le genre ne sont pas aussi simples qu'on le pense. De loin comme ça, on a l'impression que les femmes ont le choix. Tu peux partir.
Oui, c'est ce qu'on Oui, il faut partir. Pourquoi tu es resté, Il faut courir, il faut partir. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'on est en train de gérer les êtres humains. Un être humain est complexe. Vous allez vous retrouver face à une personne qui a mal, qui a envie de partir, mais qui n'y arrive pas. Pourquoi? Parce que ça crée une habitude. C'est comme une addiction. Ça crée un sentiment de dépendance, un sentiment de... C'est comme si tu dois tout à l'homme, là, malgré qu'il te frappe. Hein? À Longoli, on n'a pas cette. Ozaki Mwasi, Ozaki Yomoko, Babana, Osekayo, Memutu, quand même, aïe. Donc, tu te sens comme si tu dois quelque chose à un homme. Un sentiment de constamment dire merci à l'homme avec qui tu es. Et tu te dis, j'accepte tout. À ces femmes-là qui sont battues, qui cachent ça dans le silence, qui sont dans un silence profond, mais qui souffrent, c'est le déclic qui viendra d'elles-mêmes d'abord. Parce que vous pouvez tout faire à ces femmes pour avoir connu vraiment de très proche ce que ça peut faire d'être dans une relation, on va dire, abusive, émotionnellement très lourde. Parce que les violences, elles ne sont pas toujours physiques. Non, les violences sont aussi émotionnelles et les violences émotionnelles sont même pires que celles qui sont physiques, qui laissent les traces dans le corps. Mais comment tu vas montrer tes cicatrices dans l'âme? C'est difficile. Il faut que la femme elle-même prenne conscience qu'elle est dans le mal. Malgré les cadeaux qui viendront après pour se faire pardonner, malgré les tikatofanda ou bien tikalaka naliba, les alakakaboye et tout ça, c'est de se lever, avoir le courage de dire je vaux plus que ça. Parce que l'homme commence à taper une fois, deux fois, ça devient une habitude jusqu'à ce que le jour où tu risques de mourir entre ses mains. À ces jeunes hommes qui ne sont pas encore mariés, mais qui, parce qu'ils ne sont pas encore dans un mariage, ils ne savent pas comment ils vont réagir, mais qui se disent déjà que moi je ne tape pas, moi je ne taperai pas. Dites quoi? À ces hommes qui décident d'eux-mêmes de ne pas frapper une femme, en tout cas merci, parce que ça reste un combat gagné déjà, et c'est un combat en moins. Parce que le plus dur aussi, c'est convaincre les hommes et leur dire que, écoutez, frapper, c'est pas une preuve d'amour. Frapper, d'abord, c'est même une forme de lâcheté. Donc, tu ne sais même pas dialoguer avec la personne avec qui tu es. Il faut aller, Mbalamoka, Makofi, qu'est-ce que tu veux faire passer comme message? C'est vraiment être lâche. Si tu te sens très fort, Kende na beni, mi enregistré na FARDC, Kendo soutenir militaire na biso, ok, no prouver ma casse na yo. Vraiment. Exactement. Alors, pour terminer, parce qu'on court derrière le temps, le Gabon Interview te pose encore une dernière question. Oui. Mélissa, es-tu une influenceuse? Es-tu une femme battante? Tu sais, extrapolement, comme c'est perçu à Kin, c'est perçu par les Quinois et c'est perçu par tout le monde. Es-tu une influenceuse? Es-tu une femme battante ou non? Je dirais non, mais je m'explique. Parce que l'influenceur ou l'influenceuse, dans notre contexte, c'est pas forcément une personne qui défend des causes humanitaires. Vous voyez, je suis pas dans la mode, je suis pas dans tout ce qui est fait par le commun des mortels ici. J'embrasse plutôt des voies et des sentiers méconnus, difficiles. Ça fait que très peu, pour pouvoir avoir ce statut d'influenceur ou influenceuse, ça veut dire que vous drainez vraiment du monde dans ce que vous faites, au fait. Oui, donc on voit une Charoufa aujourd'hui. Après cette interview, il y a 10 autres Charoufa. Oui, là, je deviens influenceuse. Mais jusqu'à preuve du contraire, et vu que, bon, peut-être que j'ai influencé une ou deux personnes, mais aussi longtemps que ces personnes ne se prononcent pas, aussi longtemps que je ne mesure pas ça sur terrain, je trouve que c'est assez prétentieux de me dire moi-même je suis une influenceuse. Vous voyez? Femme battante? Battante, esprit combatif, oui. Femme battante des Bakino, comment ça s'appelle? Non. Yeah. Non. Ça c'est une bonne nuance. Oui, parce que oui, l'esprit combatif, oui, parce que je suis tombée plusieurs fois. Baïbanga Bambongo, j'ai perdu tant de fois, même avant cette interview, j'ai eu encore un coup émotionnel, mais tu arrives quand même à te relever et à donner le meilleur de toi-même, avec le sourire, et faire comme si de rien n'était. En 5 petites minutes, mais c'est trop en 1 minute, comment tu résumes Charoufa, Mélissa, Bomoko, Semoule, spécialiste en communication, consultante? Qu'est-ce qu'on doit retenir et qu'est-ce que tu donnes comme message à ceux qui t'écoutent,
qui te suivent, femmes comme hommes, jeunes comme adultes. Ok, Sharoufa est un être humain. Sharoufa est une femme. Donc, elle a les complexités qu'un être humain peut avoir. Je ne me mets pas une casquette, donc une casquette définitive, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, avec Ligablo, j'ai cette interview, peut-être dans 2-3 ans, je serai peut-être maman, je vivrai encore peut-être une autre phase dans ma vie. Ce qu'il faut retenir de moi, c'est que je suis une femme plurielle. Donc une femme qui croit tellement en l'humanité, j'aime les gens, je suis quelqu'un de généreux de nature et ce que j'entreprends, c'est aussi pas seulement pour moi, mais aussi pour montrer la voie aux autres, parce qu'il faut aussi penser aux générations futures. La vie est courte, j'essaie de tirer le maximum de choses positives et transmettre également la même chose autour de moi. Merci. Merci à vous. C'était vraiment très court. Merci à toi d'avoir respecté le temps. Merci à toi d'avoir accepté de participer beaucoup à ce numéro de Ligablo Interview. Merci à toi d'avoir accepté de te vendre. Merci. De ne pas tout vendre. Oui. Même si c'est défaut. Oui. Mais avec la toute petite expérience que nous a fait partager Madame Mélissa Sharoufa, avec ce sourire-là qui a un petit peu embelli le plateau de Ligablo Interview, chose qui a fait le bonheur de JK, de Ghost, de toute la grande équipe de Ligablo Interview. Madame, Messieurs, j'espère que vous avez tiré le bon. J'espère que vous avez gardé le bon. Comme j'adore le dire, comme je le dis très souvent, c'est vrai que les paroles s'envolent et que les écrits restent, mais dans Ligablo Interview, les paroles restent dans vos cœurs, dans votre mind, pour pouvoir vous aider à vous développer, à évoluer et pourquoi pas à changer. Ciao, ciao, à très bientôt.